à tous. Je suis ravie d'accueillir nos 4 intervenantes. Mais je suis désolée pour le suspense. Je crois qu'on va pouvoir tout de suite répondre non à la question qui est posée ici. On ne peut pas continuer encore avec 24% de femmes parmi les ingénieurs, moins de 20% dans l'informatique. Mais ne partez pas, parce que vous allez voir que la prise de conscience, c'est pas encore gagné. Alors Mélanie Guénet, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite illustration du problème en chiffres? Parce que je crois que non seulement ils ne sont pas bons, mais en plus ils sont de pire en pire. Oui, bonjour. Alors, la question des femmes dans les métiers scientifiques, effectivement, ce n'est pas une question nouvelle. Et actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à la fois une situation un peu paradoxale où à la fois on parle du sujet beaucoup, et à la fois on constate qu'il y a une stagnation, voire une régression dans les métiers, dans la féminisation des métiers techniques et scientifiques, qui vont toucher bien sûr tout ce qui concerne les recours à l'intelligence artificielle, enfin même voilà, au-delà des sciences, les questions du marketing où il y a besoin d'outils de plus en plus techniques. Et en fait, le problème que moi j'ai étudié entre autres dans mes actions collectives, c'est la question des politiques éducatives et de la dernière réforme du lycée, où sous prétexte de donner le choix aux élèves, on a quelque part détruit en fait les filières scientifiques. Donc détruit, ça veut dire qu'on est passé de plus d'un élève sur 2 qui passait un bac scientifique avant la réforme, et depuis presque toujours dans les filières générales, seulement un élève sur 4. Et on avait presque la moitié des filles qui passaient un bac scientifique quand elles étaient en filière générale. On n'est plus qu'à une fille sur 6, 17% des filles seulement. Donc là, oui, on a un vrai problème. Aude de Thuin, vous avez une façon de le dire, vous dites que le monde est en train de se réécrire au masculin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous entendez par là? Si vous regardez les algorithmes, les algorithmes qui ressortent sont masculins et pour l'essentiel américains également, parce que les femmes publient moins. Enfin, c'est pas qu'elles publient moins, c'est que leurs publications passent moins. Donc, elles ne sont pas considérées comme des auteurs classiques. Et de ce fait, avec l'IA, ChatGPT aujourd'hui, on se retrouve avec des éléments totalement masculins. Alors, c'est le cas dans tout ce qui concerne les publications, la recherche et tout ça, mais c'est aussi le cas dans les entreprises. Parce que ce qui se passe dans les boîtes, c'est que quand une fille a 35 ans et qu'elle n'est pas digital native, en gros, les entreprises ne la gardent pas. Donc, c'est un paradoxe d'ailleurs, parce que les entreprises licencient des femmes qu'ils considèrent ne pas avoir les compétences, et ils en cherchent désespérément d'un autre côté, parce qu'il y a une obligation aujourd'hui d'avoir des femmes, puisqu'il y a eu la loi, d'abord les quotas, et la loi des quotas, et la loi RIX1. Donc, on est dans une contradiction, et on est dans c'est un désastre annoncé pour notre économie, parce que nous sommes la moitié de la population. Et si nous ne contribuons pas, et si les femmes ne sont pas dans l'économie de demain, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont, vers quel métier elles vont se diriger? Et en même temps, il ne faut pas non plus les effrayer. Donc c'est un sujet qui est assez complexe, mais qu'il faut aborder et que j'ai tenté d'aborder en créant le forum systémique, justement. Alors, vous parliez des algorithmes. Laurence De Villers, vous êtes donc professeure en IA. Aujourd'hui, l'IA est en train de modéliser un monde qui, statistiquement, n'est pas représentatif de la société. Oui, je crois que c'est ça qu'il faut comprendre. On a des discriminations de genre. Lorsqu'on cherche des publications avec ChatGPT, elles arrivent en américain. Et il y a une déficience de nombre il n'y a pas assez de femmes qui sont mises à contribution. Mais c'est surtout en fait la représentation, moi, qui m'inquiète. Parce qu'en plus, ce monde masculin crée des objets IoT qui sont connectés à Internet, connectés maintenant à ces IA génératives, et qui sont beaucoup féminisées. Alors, on ne le voit pas avec ChatGPT, on ne le voit pas avec Bard, on le voyait beaucoup avant avec la robotique, puisque moi je travaille sur la robotique sociale, avec des féminisations, avec des ELISA, des noms féminins donnés, des faciès féminins, des corps féminins, et donc une représentation d'espèces d'esclaves qu'on peut éteindre à tout moment. Donc je crois que l'imaginaire est fort.
Et il est quand même absurde de penser que ça va aider les filles à se dire ce monde est formidable. Celui qui est en train de créer cette modélisation à grande massivement. Hein. Et je pense qu'il y a surtout un truc à dire, c'est que partout où en sociologie on s'intéresse au pouvoir que peuvent apporter les femmes dans un groupe d'hommes, on se rend compte qu'ils font mieux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une puissance dans la réflexion et dans la diversité, dans un groupe qui apporte à avoir vu plus de possibles, trouver sûrement une meilleure solution. Donc je crois que le monde masculin, s'il n'intègre pas plus de femmes, soi-disant parce qu'elles n'ont pas les compétences voulues en digital, oublie que pour faire du digital aujourd'hui, ce sont des objets socio-techniques sur lesquels il est important aussi d'avoir des capacités autres. Donc c'est vraiment pour moi la complémentarité entre les deux qui est intéressant. Il faut parler d'éthique aussi, sinon vous ne serez pas aligné avec la loi sur l'IA qui va arriver ou les normes qui sont en train d'être montées soit à l'ISO, soit à l'Europe. Et il y a un effort à faire et une vigilance énorme. Pour l'éducation, pour terminer, je pense que c'est la clé aussi pour demain. Alors pour aujourd'hui, je vous ai dit, on peut faire des choses dans les entreprises, on peut comprendre un peu ce qu'est la question, mais pour demain dans l'éducation, pour moi, donc je suis présidente de la Fondation Blaise Pascal, de médiation culturelle en mathématiques et en informatique, on essaie d'aller pousser les enfants à s'ouvrir à ce monde. Hein, on n'est pas assez de scientifiques, tu l'avais dit. Comment on fait pour engager dans des carrières les enfants de demain? Comment on les fait pour prévoir notre futur? Comment on fait pour embarquer les filles? Il me semble qu'on doit aller en primaire, en parler. Et donc nous, on fait des espèces de capsules IA éthiques sur les usages. J'ai tout perdu, mon temps et mon argent devant un jeu vidéo ou autre chose. Et on démontre à l'enfant simplement dans un petit dessin animé que c'est parce qu'on travaille avec l'idée de prendre son plaisir, enfin on joue sur la dopamine, sur l'hormone du bonheur. Les enfants, hein, CM1, CM2, comprennent très bien ce que c'est. Et ils en parlent. Et les professeurs apprennent en même temps ce que c'est. Et les parents sans doute aussi, parce que c'est un peu surprenant qu'on parle de ce sujet à l'école. Donc il faut absolument trouver une dynamique, une agilité de transition pour refaire venir la science, les mathématiques et avoir de la tech de bon niveau en Europe, en passant par l'idée que les femmes sont des éléments clés. Alors, c'est d'autant plus important qu'à l'avenir, les métiers qui n'existent pas encore seront des métiers qui sont alimentés par la science, par les mathématiques, par la technologie. Karine Berger, qu'est-ce qu'on peut dire de ça aujourd'hui? C'est quoi le futur vers lequel on va? On est aujourd'hui dans un forum Alliance Digitale. On vient d'assister à une présentation sur des mécanismes de score, de scoring, c'est-à-dire tout simplement de gestion de la donnée, de gestion de la data. Aujourd'hui, dans cette salle, tout le monde est convaincu, dans le hall, tout le monde est convaincu, mais ce n'est pas le vrai dans le reste du pays, je pense. L'intégralité de l'économie mondiale, et en tout cas de l'économie française de manière certaine, va être restructurée, redéfinie par la gestion des données, la gestion des data, quel que soit le secteur. Aujourd'hui, vous travaillez de manière transversale dans cette salle sur les questions de marketing, mais le marketing touche absolument tous les secteurs. Donc à l'INSEE, nous avons un certain nombre de projections sur les déformations actuelles des métiers et des métiers qui vont compter, qui vont peser dans la valeur ajoutée. Et la déformation, elle est très claire. C'est des déformations vers des métiers à très haute dose de techniques de données, de techniques de data, avec parfois des valeurs ajoutées extrêmes du type intelligence artificielle, mais même sans aller jusqu'à l'intelligence artificielle, le simple traitement de données et le volet informatique qui va avec, qui est indispensable, qui est incontournable, les systèmes d'information, c'est là où la transformation a lieu en ce moment et continuera. Dans ces secteurs, à l'intérieur même de l'ensemble des sujets de place des filles dans les sciences, les maths, dans ces secteurs de la data et de l'informatique, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement. C'est-à-dire que quand on regarde par exemple les entrées à l'X, à Polytechnique, l'option informatique, l'entrée des filles, c'est 7%. Donc il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc on parle de secteurs de métiers qui demain reposeront intégralement ou quasiment intégralement sur une base ou une structure ou une logique de technique de gestion de données et de techniques informatique. Et aujourd'hui, dans les étudiantes qui ont 20 ans, 25 ans et qui savent faire ça, la proportion est vraiment, alors là, la plus basse qu'on puisse imaginer, presque historiquement.
Donc, en gros, s'il n'y a pas plus de femmes qui s'y mettent, on n'arrivera pas à répondre à la demande des entreprises de toute façon. S'il y a la moitié de la population qui n'est pas sur les 80% de valeur ajoutée des métiers de la France dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, il est clair qu'on va décrocher. Et d'ailleurs, c'est tellement clair que c'est mathématique, ça c'est sûr, mais c'est tellement clair que la prise de conscience, elle est générale et que dans pas mal d'autres pays, et je pense notamment aux États-Unis, la prise de conscience est telle que voilà, il y a des programmes dédiés et des mécanismes de transformation collective qui essayent d'embarquer les filles. C'est très profond, c'est très culturel ce dont on parle. Je ne dis pas que le pays est machi, je ne crois pas d'ailleurs, je suis très optimiste là-dessus. Je dis simplement qu'on a des seuils qu'on n'a pas réussi à franchir, et comme ces seuils d'équilibre, d'égalité n'ont pas été franchis, il y a des habitudes, des comportements, des stéréotypes qui, d'une manière ou d'une autre, empêchent un certain nombre de jeunes filles d'aller vers ces secteurs. Alors encore une fois, que si elles y allaient, eh ben, ce serait collectivement du plus. Voilà. Et dans les stéréotypes, alors il y a l'aspect compétition, élitisme, je crois, qui pose un souci aux femmes plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? On est sur la crème de la crème de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Data, informatique, intelligence artificielle, voilà, c'est les grands Eldorado, transformation écologique évidemment. Les filles, ça c'est vérifié sociologiquement, statistiquement, les filles pensent toujours qu'elles réussissent moins bien que les garçons. Du CP à la terminale, elles réussissent dans pas mal de matières mieux et voire en tout cas un minimum aussi bien, et systématiquement, quelles que soient les études qu'on fait statistiques, on a la réponse qu'elles se sentent pas bien. Et donc, si vous mettez en place un phénomène qui est que vous dites typiquement les mathématiques, c'est hyper dur, l'informatique, c'est pour les passionnés, surtout n'y allez pas si vous n'avez pas, occupez-vous d'autre chose. Si vous mettez ce mécanisme-là culturel dans la tête des femmes, eh ben, vous aurez des dégâts considérables, puisque effectivement, elles auront la trouille et elles n'iront pas. Oui, les parents aussi vont dans ce sens. Et voilà. Laurence Duvillers, vous voulez réagir à ça ? Fondamentalement, je pense qu'effectivement, vous avez raison, mathématiquement, il faudrait que les femmes aussi s'y mettent, parce qu'on a besoin d'une force de frappe qu'on n'a pas en Europe, en tout cas, ou en France, sur ces secteurs, et on voit bien qu'on va amener beaucoup d'investissements. Mais c'est surtout que moi, j'ai l'impression qu'il faut parler du contenu. C'est pas seulement je fais de la data, j'analyse, c'est l'IA. Hein. C'est je modélise les comportements humains, je traque, comme on l'a vu tout à l'heure, et c'est mon métier aussi de chercheur, d'aller traquer comment on engage les gens dans une relation avec un robot, par exemple. Donc je vais chercher des indices de type émotion, de type mal-être. On travaille beaucoup sur des pathologies, la santé. C'est des domaines qui sont fulgurants. Sur l'écologie, il y aura aussi énormément de choses à faire. Donc ce sont, à mon avis, ces objectifs aussi qu'on peut embarquer beaucoup de filles. Et là, elles auront des valeurs ajoutées peut-être parce qu'elles pensent différemment sur certains points. Et je pense que l'enrichissement de la tech par d'autres disciplines est essentiel. Si ce n'est pas le cas, on restera toujours sur une absurdité parce qu'il y a quand même un marché à gagner, hein, on est d'accord. Et le marché à gagner, il faut le gagner avec des objets socio-techniques. Si vous n'avez pas la confiance en face des gens, on n'achètera pas sur l'Europe beaucoup de choses. On sera toujours en retard avec cette idée qu'on va aller prendre le travail des gens, que Frankenstein est derrière, etc. Donc on a à déconstruire cela et je pense que avec les apports sur la réflexion éthique, la réflexion sociétale, le bien-être des gens amélioré, moi je crois beaucoup qu'on peut atteindre des objectifs excellents avec les intelligences artificielles. On voit qu'on peut modéliser, par exemple en météo, c'est meilleur que les modèles théoriques qu'on avait, les modèles physiques, avec une accumulation de données. Pour la santé, détecter des tumeurs dans des biopsies, c'est déjà des outils qui sont utilisés par Curie, vous voyez, donc en France. Donc il y a des fulgurances, c'est-à-dire qu'on va apporter beaucoup dans des métiers du soin, dans des métiers de constat sur l'écologie. Et je pense que c'est pas tout, c'est des optimisateurs, comme on l'a dit tout à l'heure avec l'IA, mais on a beaucoup à gagner et les femmes vont apporter beaucoup. Donc ne gâchons pas cela. Non, et puis il faut arrêter de leur faire peur. Parce qu'aujourd'hui, les parents ont peur et les femmes ont peur. Elles ont peur parce qu'elles voient des univers de mecs dans les entreprises, c'est une réalité. Elles sont... alors aujourd'hui, en plus, c'est un peu schizophrénique hein, comme situation, parce que les entreprises les recherchent
Et en même temps, quand les femmes sont dans les entreprises, moi j'entends des hommes dire « il n'y en a plus que pour les femmes ». C'est une impression qu'ils ont. Il n'y en a plus que pour les femmes, parce qu'il y a eu les quotas, parce qu'il y a eu la loi Rixin. La réalité n'est pas celle-là. Ce n'est pas qu'il n'y en a plus que pour les femmes. C'est que les femmes ne trouvent pas leur place et on ne leur offre pas les places aussi qu'elles mériteraient d'avoir. Et à un moment, il faut arrêter de parler technique, mais il faut parler dans le mot intelligence. Il y a l'intelligence, il y a l'histoire, il y a la philosophie, il y a les études d'art, les études scientifiques, et tout ce qui n'est pas justement scientifique et qui va aider et contribuer à enrichir l'intelligence artificielle. Si on ne veut pas avoir uniquement ce qui va sortir de ChatGPT, de l'intelligence artificielle, c'est pas seulement basé sur la technologie, ce sont les contenus. Et les contenus, on peut tous les apporter, hommes et femmes. Et donc, il faut changer de mind, il faut changer la façon d'aborder et de parler de ça. Et là, aujourd'hui, en tout cas en France, on ne le fait pas. On est loin de le faire et il y a des pays, et c'est très intéressant, en Europe de l'Est par exemple, où parce qu'il y a eu une égalité souvent dans les pays ex-communistes, égalité scolaire, où les filles sont au même niveau que les garçons et ça n'est pas un sujet. On voit aussi les statistiques au Maghreb par exemple, en Chine bien sûr, dans tous les pays asiatiques. Oui. Mais au Maghreb c'est incroyable, c'est plus de 40% de filles. Après on ne les retrouve pas sur le marché du travail, mais ça c'est encore une autre raison, plus culturelle et familiale à ce moment-là. Oui, donc, ce que vous soulignez une responsabilité des entreprises, en fait, il y a une sorte de décalage, finalement, entre leur discours volontariste d'embaucher des femmes et la gestion des carrières. Oui, en fait, alors, derrière. moi, je vois, je l'observe, puisque je vois des entreprises tous les jours, la prise de conscience existe. Et les entreprises sont sincères quand elles cherchent des femmes. Mais c'est une fois qu'elles sont dans l'entreprise que les femmes découvrent une réalité autre que celle qu'on leur a vendue souvent. Et donc, il faut leur laisser la place. Parce que les garçons ont l'habitude, comme quand ils étaient petits, de se retrouver dans la cour de récréation. Ils restent entre eux. Vous voyez, et les filles sont à côté. Et donc, comme elles sont beaucoup moins nombreuses, de ce fait, il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas ce mix et cette rencontre qui devrait se faire et ces discussions sur l'avenir de l'entreprise. Il y a trop de séparation aujourd'hui dans la façon dont les entreprises sont gérées et pas assez de communication qui va faire parler de l'avenir et qui donnerait une possibilité qui ferait un peu rêver les filles en disant mais j'ai un job formidable à avoir si on ne leur présente pas, si elles ne sont pas au centre de l'entreprise. Et pourquoi pas aussi des prises de décision. C'est le collectif qui doit jouer aujourd'hui. Et pour rebondir sur vos propos sur les hommes qui regrettent les quotas, etc., Karine Berger, vous parlez carrément d'un backlash post-Covid, en fait. Oui. Alors oui, c'est très sensible dans les structures privées ou même dans les structures publiques. On sait qu'il y a un certain nombre de secteurs qui étaient très pleins de pouvoir, on va dire. Je pense notamment au secteur banque, assurance, finance, qui connaissent des évolutions, des réductions d'effectifs, etc. Et il y a lié à des chocs, des chocs mondiaux, notamment le Covid. Et donc on s'aperçoit qu'il y a effectivement aujourd'hui de nouveau un mécanisme plutôt d'éviction des filles du fait d'une compétition absolument accrue en tête dans les directions, que ce soit les directions privées, dans les directions publiques, et de manière générale sur le discours, comme l'a dit Aude de Surin, sur le discours qui paraissait assez évident et assez réinstallé, et qui est en train petit à petit de repartir en arrière sur le fait que, c'est assez naturel et assez normal qu'il y ait autant de filles que de garçons un peu partout, et notamment dans les secteurs numériques et scientifiques en général. Alors, on va parler des solutions quand même, des motifs d'espérer. Donc, Laurence de Villers, vous disiez, alors au niveau de la formation, de l'enseignement, alors il faut commencer dès le primaire, c'est ça. Et après, on a le lycée. Mélanie Guénet, il faut revenir sur cette réforme du lycée. Là, je vous ai dit, il y a 17% de filles bachelières qui ont les compétences. En fait, le problème, c'est que dans notre pays, on n'a pas mis en cohérence en fait les politiques éducatives avec les besoins en compétences pour répondre aux défis de l'IA, pour répondre aux défis de la réindustrialisation. Donc actuellement, on a un parcours de formation qui passe par le lycée, qui passe par l'école, qui passe aussi par le supérieur,
pour pourvoir aux besoins de l'emploi. Et actuellement, le lycée n'y répond plus du tout. Avec ce système au choix, en fait, on a mis une main invisible sur des choix arbitraires qui n'ont aucun rapport avec les besoins. Donc, les conséquences du lycée sont telles actuellement qu'on ne peut pas répondre aux problèmes de compétences scientifiques actuellement sans y remédier sur les structures. Après, le discours est important, et notamment changer l'image. Et cette idée de compétition dont vous parlez très bien est essentielle, c'est-à-dire la question de voir ces disciplines scientifiques, et notamment les mathématiques, comme compétitives et absolument contre-productives pour pouvoir amener de la diversité dans ces disciplines-là. Donc, il y a à la fois une action sur les structures, à la fois une action sur la manière dont on présente qu'est-ce que c'est que des études scientifiques, qu'est-ce que c'est que faire des maths, qu'est-ce que c'est que faire des sciences, et arrêter de dire que l'IA, c'est fait pour les geeks, que les mathématiques, c'est fait que pour les mecs qui font dans la compète. En fait, on est dans des sphères de pouvoir, et tout le monde sait que dès qu'on monte dans les sphères de pouvoir, les femmes, elles ont plus de mal à faire de la place. Donc, si on avait une image plus inclusive des sciences, et notamment en lien avec tous les problèmes sociaux et les problèmes d'éthique, voir que c'est pas indépendant, en fait, que ça se monte ensemble, et déjà, on ferait un pas. Voilà, je pense que c'est vraiment les clés, c'est agir sur la structure, agir sur l'image, parce que les élèves, ils aiment bien les sciences, contrairement à tout ce qu'on peut dire. Ça aussi, c'est un message important. Il est faux de penser que les élèves n'aiment pas les maths, il est faux de penser que les élèves n'aiment pas les sciences. C'est pas ce qu'on voit dans les études. À chaque fois qu'on fait une étude, les 3/4 des gamins, ils aiment bien les maths et les sciences. Donc il y a un discours politique qui dit les élèves n'aiment pas, donc il faut leur faire aimer. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. C'est que le système au choix, il les éjecte de ces circuits scientifiques. Donc voilà, restructurer, changer le discours, c'est-à-dire montrer des sciences inclusives, je pense que c'est extrêmement important. Voilà. Donc primaire, lycée, alors après les études supérieures, les entreprises, Laurence de Villers, on met des quotas partout? On met du sens partout. Les quotas, ça suffit, quoi. Personne ne comprend, j'ai l'impression. Donc il faut faire des plans. Il faut faire des plans, des visions, quoi. Moi, je trouve qu'on manque de vision dans ce pays sur ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle. Quand je vois ce qu'on est capable de faire, alors, je ne sais pas si ce n'est pas un fake article, ça. Parce que moi, je voudrais les sources. Comme ChatGPT ne donne pas ses sources, ben là, moi, il me faut les sources pour être sûr que c'est vrai. Moi, j'ai voulu que cette image passe aujourd'hui. J'ai lu ça dans la presse, vous l'avez peut-être lu aussi il y a 48 heures. C'est dans quelle presse? C'est dans, je ne sais plus si c'est dans Les Échos, dans Le Figaro. Je ne sais pas, mais en tout cas, la personne qui organise cette conférence n'a pas fait l'effort de chercher, donc a inventé des fausses intervenantes, et comme par hasard, et ça s'est passé plusieurs années de suite, comme par hasard, au dernier moment, les femmes s'excusaient et elles n'étaient pas là. Et il n'y avait que des hommes dans les conférences. On a pu constater qu'ils étaient manipulés. Et non. Alors, c'est seulement maintenant que ça sort, parce que quelqu'un a cherché, parce qu'il a suivi, une personne a cherché, a suivi cette conférence et a découvert qu'on mettait des fausses intervenantes. C'est pratique. Oui, c'est pratique. Mais nous, on n'a juste pas envie d'être des fausses intervenantes. Je veux dire, on est 4 femmes, on en connaît des dizaines qui seraient capables de parler, et si les organisateurs, mais c'est comme les chaînes de télé, si elles cherchaient un peu plus, alors on sait que les femmes n'ont souvent pas envie de s'exprimer et tout ça, il y a beaucoup de travail à faire pour que les femmes aient confiance et soient plus sûres d'elles et tout ça, mais à un moment, est-ce qu'un homme demande, lui, à prendre des cours quand on lui demande de prendre une place dans un conseil d'administration? Les femmes ont besoin d'une formation, les hommes non. Pour prendre la parole, les femmes non plus n'ont pas besoin d'être formées. Il suffit qu'on ait confiance et qu'on nous donne confiance. Quand on est petit, c'est là où, Mélanie, c'est intéressant, c'est tout le système qui est à revoir. Le système, c'est aussi les parents, il y a même des professeurs, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui dit que plus de 50% des profs n'encouragent pas les filles à continuer dans les maths et dans les sciences. Et donc, c'est gravissime ce qui est en train de se passer. Et politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire là aujourd'hui? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des lois en cours de discussion? Alors, la loi, moi j'ai essayé sur la loi sur l'IA. J'ai parlé à des Européens parce que je travaille aussi sur la normalisation de l'IA pour l'Europe, au JTC 21, Seine-Sénélec. Et j'avais proposé, et les hommes que j'ai eu en face m'ont dit « Ah, c'est une bonne idée ». C'est-à-dire que je disais, dans ces objets, pour reprendre
mon sujet tout à l'heure, dans ces objets, si on tirait au hasard finalement le genre, hein, au lieu d'avoir par défaut une voix féminine, parce qu'on sait qu'on peut le changer, mais les gens par paresse ne le changent pas. Donc si on pouvait avoir un tirage au hasard, ça ne mange pas de pain, hein. C'est facile, c'est du nudge. Hein. Le choix par défaut, c'est une espèce de nudge. C'est-à-dire ça vous incite à écouter une voix féminine ou à faire quelque chose, et si vous ne le changez pas, voilà. Et alors les hommes ont dit oui, c'est une excellente idée. C'est facile. J'ai dit, bon, si vraiment c'est nécessaire qu'il y ait un chirurgien homme et pas une femme ou je ne sais quoi, à ce moment-là, ce serait expliqué par la personne qui décide. Et les femmes que j'ai eues en face de moi sur l'Europe m'ont dit, mais à quoi ça sert ? Donc je crois que c'est un sujet complexe qui doit être aussi mené pour toute la société. Hein. C'est pas seulement un regard masculin. Moi, j'ai rien à critiquer sur le regard masculin. C'est le regard en entier de la société qu'il faut changer sur ce sujet, parce qu'on doit amener tout le monde à plus d'engagement pour sauver la planète, faire une médecine meilleure, et que l'IA peut nous aider. Et je pense que c'est là-dedans qu'il faut aller donner plus de sens. Et moi, je travaille sur l'école, les petits-enfants, et eux, ils écoutent ça. Alors j'espère qu'il y aura des plans, des visions qui seront amenées par les politiques pour aller dans ce sens-là. Karine Berger, peut-être un dernier mot. Vous qui avez été députée, politiquement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Tous considérer que c'est notre responsabilité individuelle, chacun dans cette salle, chacun dans la rue, d'en parler, de trouver ça totalement anormal qu'il n'y ait pas une reprise de conscience. Laurence vient de le dire, c'est extrêmement compliqué d'obtenir une évidence d'action politique aujourd'hui sur ce sujet. Il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas d'évidence parce qu'on n'en parle pas assez. Et tant mieux si, à l'occasion de ce forum, on a eu l'occasion d'en parler et d'inviter tout le monde à en parler autour de lui ou autour d'elle. Voilà. Voilà, c'est dit.